Nous allons ensuite continuer avec le second marché de trading qui est le marché des actions. Selon vous, qu'est-ce que le marché des actions? Le marché des actions, c'est un sous-ensemble du marché boursier. Le marché boursier n'est pas seulement le marché des actions, puisque le marché boursier ou bien la bourse englobe plusieurs types de marchés financiers, c'est-à-dire sur le marché boursier, on a d'autres types de marchés de trading que nous allons introduire par la suite. Normalement, si on parle du marché boursier ou la bourse, les deux veulent dire la même chose. Mais on utilise souvent le marché boursier pour parler des mécanismes ou des transactions et la bourse c'est un terme général qui englobe tout. Donc nous pouvons définir la bourse étant un lieu physique ou virtuel où s'échangent les valeurs mobilières, exemple des actions et les obligations, ainsi que d'autres actifs financiers, à l'exemple des produits dérivés, des matières premières, etc. Étant donné que la bourse est un lieu physique ou virtuel, même certaines bourses sont à la fois physiques et virtuelles. C'est l'exemple de la bourse de New York, New York Stock Exchange. On a aussi Euronext qui est à la fois physique et électronique. On a aussi la bourse de Shanghai en Chine qui est aussi à la fois physique et électronique. On ne peut pas avoir seulement les actions à la bourse, parce que les actions sont des biens immatériels, non tangibles. La bourse n'est pas seulement ses valeurs immobilières, qui sont des titres fongibles. Après les vidéos de Forex, nous allons sûrement revenir sur la bourse. Maintenant, pour définir réellement le marché des actions, nous pouvons dire que le marché des actions, c'est un marché sur lequel s'effectuent les échanges des titres de propriété des sociétés. Et un titre de propriété, c'est un document ou un instrument qui atteste qu'une personne ou une entité possède légalement un bien ou un actif. Nous pouvons aussi dire que le marché des actions, c'est un lieu où les actions des sociétés cotées en bourse sont émises, achetées et vendues. Aussi, je voudrais préciser que le marché des actions ne concerne pas uniquement des sociétés cotées en bourse. Le marché des actions englobe également les échanges d'actions des sociétés non cotées en bourse. Mais les actions des sociétés non cotées en bourse sont en majorité des cas échangées entre les investisseurs privés. Donc, pour les entreprises ou bien les sociétés non cotées en bourse, le marché est restreint aux investisseurs privés. Le marché n'est pas ouvert au grand public. Pour cette vidéo, nous allons uniquement introduire le marché des actions des sociétés cotées en bourse. Ce marché qui est ouvert au grand public. Donc, pour le marché des actions des sociétés cotées en bourse, nous devons retenir trois étapes très importantes qui sont l'émission des actions, l'achat des actions et la vente des actions. Donc, sur le marché des actions des sociétés cotées en bourse, il faut que les actions soient d'abord émises, ensuite ces actions émises sont achetées et les actions achetées peuvent être vendues à d'autres investisseurs à tout moment. Donc c'est un marché de trading puisque au début de cette vidéo nous avons défini le trading étant l'achat et la vente des instruments financiers dans le but de réaliser des profits. Maintenant, selon vous, qu'est-ce que l'émission? L'émission des actions se passe en deux étapes. On a la première étape qui est l'IPO, la seconde étape qui est l'émission secondaire. Par rapport à la première étape, l'IPO c'est un acronyme anglais qui signifie Initial Public Offering, ce qui veut dire en français l'introduction en bourse. Et l'introduction en bourse, c'est un processus par lequel une entreprise privée devient publique en émettant ou en vendant pour la première fois ses actions sur le marché boursier. Aussi, l'introduction en bourse ou bien l'IPO se passe qu'une seule fois et après l'IPO, on dit que la société est cotée en bourse. Donc, lors de l'introduction en bourse, la société émet des actions. Ces actions seront achetées par des investisseurs. Après cette première émission qui est l'introduction en bourse, toutes les autres fois que la société va émettre encore des actions en bourse,
On va alors appeler ces autres émissions qui étant des émissions secondaires. Donc, on parle des émissions secondaires lorsqu'une société émet de nouvelles actions après l'introduction en bourse. Et les émissions secondaires permettent à la société d'augmenter son capital. L'objectif principal des émissions secondaires, c'est le lever du fonds. Ces fonds peuvent permettre à la société de s'étendre, de financer des projets de croissance comme l'expansion de nouveaux marchés, lancement de nouveaux produits. Ces fonds peuvent aussi permettre à la société de financer l'achat de d'autres entreprises. La société peut accroître son capital pour résister aux crises économiques ou bien pour répondre aux exigences réglementaires. C'est l'exemple du secteur bancaire. Et les investisseurs qui vont acheter les actions de ces sociétés cotées en bourse auront droit de participer aux assemblées générales de ces sociétés dans lesquelles ils ont investi. Les investisseurs auront aussi droit de percevoir les bénéfices des sociétés dans lesquelles ils ont investi en achetant des actions. Les bénéfices qu'ils perçoivent s'appellent les dividendes. Si ces sociétés réalisent des bénéfices, c'est pas la totalité des bénéfices qui sont partagés. Généralement, une partie des bénéfices après impôt est gardée, qu'on appelle souvent des réserves, et c'est les autres parties qui sont rémunérées par action. Les parties des bénéfices distribuées aux actionnaires ou bien aux investisseurs sont appelés les dividendes. Donc, si vous investissez dans une société, vous aurez des dividendes si la société réalise des bénéfices. Si la société réalise des pertes, vous n'allez rien gagner. C'est pourquoi c'est très important d'étudier les fondamentaux des sociétés dans lesquelles vous voulez investir en bourse. Et après avoir étudié la société, même si l'avenir paraît favorable pour la société, rien n'est garanti. Il peut avoir des forces majeures, comme le cas de Covid passé. Donc rien n'est garanti qu'en investissant dans une société, vous aurez forcément des dividendes. Aussi, à noter que certaines sociétés cotées en bourse, grâce à leur secteur d'activité, la probabilité que ces sociétés réalisent des bénéfices est élevée. Aussi, nous avons dit que le marché des actions, c'est un lieu où les actions des sociétés cotées en bourse sont émises, achetées et vendues. Maintenant, selon vous, qu'est-ce qu'une action? Si vous voulez investir en bourse ou bien trader le mouvement d'une action sur une plateforme de trading, c'est très important de comprendre ce qu'on attend par une action. Ma deuxième question est de savoir quelle est la différence entre une action et une part sociale. Je vais répondre à ces questions avec un exemple. Je prends l'exemple de ces deux amis qui s'entendent très bien. Un jour, ils décident de réunir leurs moyens pour créer une entreprise de vente de matériel informatique. Ils vont maintenant à l'information. On les fait savoir que pour éviter les futurs problèmes de partage de bénéfices, ou bien d'autres problèmes qui peuvent survenir entre les deux, ils ne peuvent pas créer un établissement. Ils doivent forcément immatriculer leur entreprise en société. La première personne a 3 000 $, la seconde personne a 2 000 $. Et les deux montants font 5 000 $. Les 5 000 $ constituent le capital de la société qu'ils veulent créer. Donc la première personne a un apport de 60% et la seconde personne a un apport de 40%. Les deux amis deviennent maintenant des associés. Ils immatriculent la société en société à responsabilité limitée, communément appelée la SAL. Donc la société à responsabilité limitée, c'est une forme juridique. Aussi, le nom de la société est New Technology SAL. New Technology est la dénomination, à la fois le nom commercial de leur société. Si vous connaissez une société qui s'appelle New Technology, je ne parle pas de cette société ici. Le nom a été pris au hasard. Maintenant, par rapport à la forme juridique SAL, cela veut dire que si dans l'avenir, la société a un problème de dette envers les tiers, les fournisseurs, les clients, l'administration fiscale ou sociale, ces personnes peuvent saisir que les biens de la société sans toucher aux biens privés de ses associés. Aussi, avant d'immatriculer la société,
La loi exige à ce que le capital de la société soit divisé en petites fractions et cette petite fraction est appelée une part sociale. Comme le capital c'est une valeur réelle connue, la petite fraction aussi doit avoir une valeur. Généralement, la loi fixe un minimum de valeur pour cette fraction. Dans notre exemple ici, supposons que la part sociale est de $20. Dans certains pays, la valeur d'une part sociale est au-delà de $20. Dans d'autres pays, c'est moins de $20. Maintenant, comme une part sociale est de $20, nous pouvons facilement calculer le nombre de parts sociales qui composent ce capital. Donc, les $5000 donnent 250 parts sociales. C'est-à-dire, si vous effectuez $5000 divisé par $20, vous allez retrouver exactement 250 parts. Et dans les statuts de la société, la personne qui a apporté $3000, il a alors 150 parts sociales. Et la seconde personne qui a apporté $2000, il a alors 100 parts sociales. Donc, dans l'avenir, à la fin de chaque année ou à la fin de chaque exercice comptable, la distribution des bénéfices après impôt seront proportionnelles aux parts sociales de chacun d'eux. Dans la pratique, on peut aussi enlever des réserves avant la distribution des dividendes. Après 5 ans, la société New Technology SAL a grandi et les associés ont décidé de modifier les statuts de la société. Dans les nouveaux statuts, le capital de la société est de $1,500,000. La répartition reste toujours la même. La première personne a 60% du capital, la seconde personne a 40% du capital. Le gérant de la société est celui qui a plus d'apports, mais ils peuvent aussi décider de recruter un gérant. Comme la société a maintenant des moyens, ils décident maintenant de s'élargir. En plus des outils informatiques, ils veulent maintenant commencer par vendre des voitures de luxe. Ils décident alors de s'introduire en bourse pour avoir plus d'investisseurs pour la société. Et l'objectif même, c'est d'avoir plus de moyens. Lors des formalités pour l'introduction en bourse, on les fait savoir que c'est impossible que la société soit introduite en bourse. Parce que en bourse, la société est censée avoir plusieurs investisseurs. Voilà que avec la SAL, le maximum d'investisseurs qu'une société peut avoir est de 100. Et les associés doivent être des gens qui se connaissent. De plus, si un associé décide de vendre ses parts sociales, les autres associés doivent d'abord donner leur accord avant que celui qui veut vendre ses parts sociales ne puisse vendre, ce qui est contraire au principe de la bourse. Sur la bourse, les investisseurs peuvent vendre leurs titres à tout moment, sans l'accord ou le consentement de quelqu'un. À cause de toutes ces limitations de la SAL, on dit que la société à responsabilité limitée est une société à structure fermée. Donc la SAL ne peut pas être introduite en bourse. Il faut forcément modifier la forme juridique avant de pouvoir introduire la société New Technology en bourse. Il décide maintenant de changer la SAL en société anonyme, communément appelée la SA. Donc la société anonyme veut faire allusion à l'anonymat. Les investisseurs ne sont pas obligés de se connaître, ce qui est maintenant normal avec la bourse. Donc la société New Technology SAL devient la société New Technology SA. Et le capital qui était $1,500,000 passe maintenant à $300 millions. Du côté de la SAL, la fraction du capital était appelée une part sociale. Au niveau de la société anonyme maintenant, on parle d'action et la valeur de l'action est de $30. Dans la pratique, ça peut être supérieur à $30 ou bien inférieur à ça. Donc si une action est de $30 avec $300 000 de capital, donc la société a 100 millions d'actions en bourse. Pour trouver le nombre d'actions, on va faire $300 millions divisé par $30. Du côté de la SAL, on parlait des associés. Du côté de la SA, les investisseurs qui vont investir dans la société New Technology SA, on va les appeler des actionnaires.
Et du côté de la SA, le nombre d'actionnaires n'est pas limité. Les investisseurs qui sont appelés des actionnaires peuvent vendre à tout moment leurs titres. Les actions et les parts sociales, on les appelle aussi des titres de participation. Du côté de la SA ici, les investisseurs sont libres de vendre leurs actions à tout moment. Dans la société anonyme ici, les investisseurs ont le droit de participer aux assemblées générales de la société. Les investisseurs ont aussi le droit de recevoir des dividendes. Ils sont aussi libres de vendre leurs actions à d'autres personnes s'ils veulent. C'est pour cela qu'on dit que la société anonyme est une société à structure ouverte. Aussi souvent, les investisseurs ou les actionnaires perçoivent que des dividendes nets et non des dividendes bruts parce qu'ils doivent payer des impôts. C'est-à-dire, lors de la distribution des dividendes, la société va prélever des impôts sur ces dividendes, généralement appelés des impôts sur des revenus des capitaux mobiliers, avant de verser le net à ses actionnaires. Et cela dépend de la fiscalité ou de la politique fiscale de chaque pays. Nous pouvons alors enfin définir une action comme étant une petite partie du capital de l'entreprise ou d'une société. Nous pouvons aussi dire qu'une action, c'est un titre financier qui représente une part de propriété d'une entreprise. Lorsqu'une personne achète une action, elle devient propriétaire d'une fraction du capital social de l'entreprise, ce qui lui confère certains droits et avantages. Aussi, une action, c'est ce qu'on attend par stock en anglais. Donc, en anglais, le marché des actions, c'est stock market. Dans certains cas, en anglais, une action est appelée share. Et au pluriel, on parle de shares. Donc, shares est utilisé dans les sociétés qui ont deux types d'actions. C'est le cas des actions privilégiées et des actions ordinaires. Les sociétés qui ont ces différents types d'actions, lorsque ces sociétés se trouvent dans des difficultés, les dettes des actionnaires privilégiés seront d'abord réglées avant de voir le cas des actionnaires ordinaires. C'est l'exemple des cas de liquidation des sociétés. Aussi, par rapport au marché des actions, le marché des actions est scindé en deux, à savoir le marché primaire et le marché secondaire. Par rapport au marché primaire, c'est le marché sur lequel les sociétés émettent de nouvelles actions et les fonds levés reviennent automatiquement à la société émettrice. Lors de l'introduction en bourse, l'objectif de la société est de collecter des fonds auprès des investisseurs. Ces fonds sont versés directement à la société. Après la première émission, si avec le temps, la société émet encore de nouvelles actions, ce qu'on n'attend pas des émissions secondaires, ces fonds seront versés directement à la société ou à l'entreprise émettrice. Par rapport au deuxième marché lié au marché des actions qui est le marché secondaire, sur ce marché, les investisseurs achètent et vendent des actions. Lors des émissions primaires et secondaires, c'est ici que les investisseurs achètent des actions et les actions achetées peuvent être revendues à d'autres investisseurs si ces actions prennent de valeur ou bien si ces actionnaires remarquent des futurs risques économiques. Ils peuvent aussi se débarrasser de leurs actions en les vendant. Donc c'est sur le marché secondaire que se passe réellement le trading parce que ici on a l'achat et la vente. Aussi sur ce marché, les fonds vont de l'acheteur au vendeur et non à la société qu'appartiennent les actions. Supposons que vous achetez des actions dans une société à $1000. À un moment, les actions ont pris de valeur. Vous allez revendre ces actions à un autre investisseur. Le nouveau détenteur va vous verser des fonds et non à la société. Et lui va devenir propriétaire de ces actions dans la société. Le montant de vente de ces actions vous seront versés. Donc dans l'avenir, c'est le nouveau acheteur qui va percevoir
des dividendes. Et par rapport aux dividendes, qui sont des revenus passifs sur les actions, les dividendes bruts sont calculés en multipliant la dividende par action par le nombre d'actions achetées dans la société. Et en majorité des cas, les investisseurs ou bien les actionnaires ne perçoivent pas des dividendes bruts. Ils perçoivent des dividendes nets. Donc les dividendes nets sont calculés en déduisant des dividendes bruts des impôts calculés sur ces dividendes bruts. Dans la fiscalité de mon pays, on parle de impôt sur revenu des capitaux mobiliers, catégorie des revenus variables, parce que les dividendes dépendent des bénéfices effectués par les sociétés. Donc les dividendes varient chaque année. Ce ne sont pas des revenus fixes. Les dividendes nets sont versés aux détenteurs des actions. Ça peut être des investisseurs individuels ou bien des entités qui détiennent des actions dans d'autres sociétés. Maintenant, lorsque un investisseur vend ses actions qu'il avait à un niveau, on va parler de prix d'achat et de prix de vente. Si le premier investisseur a vendu ses actions à un prix supérieur au prix d'achat, dans ce cas, il a effectué de profit et ce profit est appelé la plus-value. Si le prix de vente est inférieur au prix d'achat, dans ce cas, il a perdu. On va alors parler de moins-value. Donc la plus-value, c'est le gain réalisé lors de la vente des actions sur le marché secondaire. Pour calculer alors la plus-value, on va retrancher du montant des ventes des actions, du montant de l'achat de ces actions au départ. La plus-value est alors le montant de vente des actions moins le montant d'achat de ces actions. Comme je le disais, on parle de plus-value lorsque le prix de vente est supérieur au prix d'achat. On parle aussi de moins-value lorsque le prix de vente est inférieur au prix d'achat. Je prends cet exemple pour vous expliquer mieux la plus-value. Supposons que vous avez acheté 100 actions Apple au prix de 4,5 $ par action en janvier. En fin décembre, la dividende par action est de 2,5 $. En décembre, après avoir reçu vos dividendes, vous avez vendu vos actions au prix de 5,5 $ par action à un autre investisseur. Donc, pour calculer la dividende brute, nous allons faire les 100 actions fois le montant de la dividende par action qui est 2,5 $. Donc, le montant de la dividende brute est de 250 $. Par rapport à la plus-value, nous allons d'abord calculer le montant de vente de ces actions en faisant le nombre d'actions fois le prix de vente unitaire de ces actions qui est 5,2 $. Le montant trouvé moins le prix d'achat de ces actions. Et pour trouver le montant de prix d'achat, nous allons faire 100 actions fois le prix unitaire d'achat qui est 4,5 $. Le résultat trouvé dans cet exemple est de 70 $, ce qui est la plus-value. Si le prix de vente était inférieur au prix d'achat, alors le résultat sera négatif. Si le résultat est négatif, on va parler de moins-value. Aussi souvent, les investisseurs doivent payer les impôts sur les plus-values. Donc, on peut aussi parler des plus-values brutes et les plus-values nettes. Donc, c'est la plus-value nette qu'ils perçoivent.